Ce deuxième module parle de la physique nucléaire et dans cette vidéo, on va introduire les modèles qui permettent de mieux comprendre la structure du noyau et par cela ses propriétés. Le but de cette vidéo est de vous faire connaître les principaux modèles de la structure nucléaire, vous permettre de pouvoir apprécier ce que chaque modèle décrit et où sont ses limites, et en particulier connaître les noyaux dits magiques et pouvoir expliquer leurs spécificités. Alors à la fin de la dernière vidéo, Mercedes vous a introduit aux propriétés de la force nucléaire que l'on connaît, qu'elle est de très courte portée, que l'énergie de liaison par nucléon est approximativement indépendante de la taille du noyau, ce qui veut dire qu'ils interagissent avec leurs voisins toutes proches, qu'elle est attractive et beaucoup plus forte que la répulsion coulombienne et qu'elle a une composante quand même répulsive qui ne permet pas au noyau de s'effondrer. Alors, basé sur ces propriétés simples, on peut faire un modèle statique simple du noyau qui consiste à empiler des nucléons incompressibles à former le plus petit volume possible, comme dans un cristal cubique à face centrée que vous voyez ici. Alors, dans un tel dispositif, le rayon sera en effet proportionnel à la racine cubique du nombre de nucléons, et on obtient ce que l'on appelle le modèle de la goutte liquide, qui est un premier modèle phénoménologique pour décrire l'énergie de liaison et la taille des noyaux, en ignorant les détails de la force nucléaire et les propriétés quantiques des nucléons. Alors, dans un tel modèle, chaque nucléon sera entouré par une couche de nucléons à l'extérieur et son énergie de liaison sera proportionnelle au nombre de ces nucléons, c'est-à-dire au volume nucléaire qui l'entoure. Ce qui nous donne un premier terme pour l'énergie de liaison qui sera proportionnel au volume nucléaire qui est lui-même proportionnel au nombre de nucléons. Alors, on obtient un premier terme négatif, parce que c'est un terme liant, qui est proportionnel à A. Il faut tenir compte du fait que les nucléons qui forment la couche extérieure du noyau sont un peu moins liés que ceux qui se trouvent à l'intérieur, parce qu'ils ont moins de voisins. Alors, on rajoute un terme qui a le signe opposé, qui est positif, qui diminue l'énergie de liaison par nucléon et qui va être proportionnel à la surface, c'est-à-dire proportionnel à A puissance 2 tiers. Troisième terme va tenir compte de l'énergie de répulsion coulombienne à l'intérieur, qui est proportionnelle au carré du nombre de protons, et inversement proportionnel à la distance moyenne entre deux protons, qui est proportionnelle à A puissance 1 tiers. Alors, il faut noter les signes de ces termes. Ils sont négatifs pour ceux qui augmentent la liaison et positifs autrement, c'est-à-dire que le premier terme est négatif, les deux autres termes, jusqu'ici, sont positifs. Jusque-là, on a fait des considérations purement classiques. Il faut maintenant injecter un peu de physique quantique à l'intérieur. L'observation nous dit que les noyaux légers avec un nombre égal de protons et neutrons, c'est-à-dire n égale z, sont particulièrement stables, c'est-à-dire qu'ils ont une énergie de liaison plus négative que les autres. Il y a plus de noyaux stables pair-pair, c'est-à-dire avec un nombre n pair et un nombre z pair, et très peu de noyaux impair-impair au nombre de protons et de neutrons qui sont stables. On rajoute par conséquent deux termes empiriques
pour obtenir ce que l'on appelle la formule de Bethe-Weizsäcker que voici. Alors, le premier terme ajouté, le terme numéro 4, est appelé le terme d'asymétrie. Il réduit l'énergie de liaison si n n'est pas égal à z. Et le dernier terme, dit le terme de paire, a un signe positif pour les noyaux impair-impair qui sont instables. Pour des noyaux pair-pair, le signe est négatif et les noyaux plus stables. Pour toute autre combinaison, ce dernier terme est égal à 0, c'est-à-dire pour tout A impair, A5 est égal à 0. La formule donne une réponse relativement juste pour les noyaux plus lourds. Elle est relativement peu correcte pour les noyaux légers, surtout pour les noyaux exceptionnellement stables, comme par exemple l'hélium 4. Elle joue quand même un rôle important dans la compréhension de la fusion et de la fission nucléaire que l'on va introduire un peu plus tard dans ce module. Une approche beaucoup plus quantique est celle que l'on appelle le modèle de gaz de Fermi. Elle traite le noyau comme un système de nucléons qui est enfermé dans un puits de potentiel qui est généré par les autres nucléons. Alors, les nucléons vont occuper des niveaux d'énergie quantifiés et le potentiel est modélisé par un puits à symétrie sphérique dont l'origine n'est pas nécessairement spécifiée. L'étendue de ce puits de potentiel représente le rayon du noyau et la profondeur est ajustée telle qu'on obtient des énergies de liaison correctes. Vous voyez dans ce graphisme que la profondeur du puits est légèrement différente pour les protons et les neutrons. Ceci tient compte du fait qu'il n'y a pas d'énergie coulombienne pour les neutrons. Comme N et P sont tous deux des fermions, des particules de spin 1,5, il y a deux niveaux d'énergie il y a deux particules qui peuvent remplir un niveau d'énergie avec spin opposé. Le dernier niveau complet définit ce que l'on appelle le niveau de Fermi. Il correspond au nucléon le plus faiblement lié, qui peut être le plus facilement enlevé du noyau. Alors, la question se pose, combien de fermions on peut stocker dans un volume donné? Alors, voici un petit calcul qui vous permet d'apprécier cela. On commence par l'équation de Schrödinger avec les conditions de bord telles que les fonctions d'onde disparaissent aux confins du noyau. Alors, la solution est en effet factorisable avec des trois termes en x, y et en z et une amplitude commune et avec des contraintes sur les arguments des trois sinus qui sont que k fois a doit être un nombre entier fois pi tel que les conditions de bord sont respectées. Ceci est un système évidemment quantifié avec trois nombres quantiques nx, ny et nz dont la somme quadratique est égale au nombre principal qui détermine le nombre quantique principal qui détermine le niveau d'énergie. Alors si on compte le nombre d'états possibles dans l'espace des impulsions, on trouve que dû aux conditions de bord, pour chaque cube de côté pi sur A, il y a un seul point qui est compatible avec l'équation de Schrödinger. Alors le nombre de solutions avec un nombre d'ondes entre k et k plus dk est donné par le rapport entre le volume sphérique correspondant à l'élément de volume pi sur A puissance 3. Le volume de la boîte est A cube, tout simplement, mais on ne considère qu'un huitième du volume parce qu'il faut que tous les KI soient positifs tels que le nombre quantique sont tous des nombres entiers positifs. Dans l'état fondamental, tous les états jusqu'à l'impulsion maximale sont remplis. En intégrant donc le nombre de dn jusqu'à l'énergie de Fermi ou l'impulsion de Fermi, on obtient l'énergie de Fermi elle-même, qui est à peu près 33
mégaélectronvolts est indépendante de A. Cet résultat est en effet valable pour n'importe quelle forme géométrique du volume de confinement, ce qui veut dire que les nucléons évoluent à l'intérieur avec une vitesse considérable, bêta de l'ordre de 0,4, mais quand même avec des vitesses qui ne sont pas tout à fait relativistes. Avec l'énergie de Fermi et tenant compte de l'énergie de liaison du dernier nucléon, qui est de l'ordre de les fameux 8 mégaélectronvolts, on obtient une profondeur totale du puits de potentiel qui est EF moins cette énergie de liaison, c'est-à-dire de l'ordre de 40 mégaélectronvolts. Ce modèle explique aussi d'une manière assez naturelle le terme d'asymétrie de la formule de Bethe-Weizsäcker, parce qu'il considère que les protons et les neutrons remplissent les différents niveaux d'énergie d'une manière indépendante. En analogie avec le modèle en couche atomique, on peut aussi construire un modèle en couche un peu plus sophistiqué que le dernier. Il est décrit par le nombre quantique d'orbites n, que l'on avait déjà rencontré auparavant, avec n couches de quantité de mouvement orbital L, et ml égale 2L plus 1 sous-couche de projection de L sur un axe défini. Ces sous-couches sont dégénérées en énergie à cause de la symétrie rotationnelle du potentiel de Coulomb. Et par cette couche-là, il y a 2 états de spin par sous-couche avec ms égale plus ou moins 1,5, comme pour les électrons à l'intérieur de l'atome. Donc un état peut être décrit par 4 nombres quantiques, m, l, ml et ms. Les noyaux avec des couches complètement remplies sont particulièrement stables. En analogie, encore une fois, avec les éléments inertes dans le système atomique. Alors, ceci nous donne des premiers nombres magiques où z ou n est égal à 2, à 8, à 20, à 28, et à 50, et ainsi de suite. Encore plus stables sont les isotopes où les couches des protons et des neutrons sont complètement remplies tous les deux. Ceci donne des exemples des noyaux dits doublement magiques, dont le hélium-4, l'oxygène 16, le calcium 40, le calcium 48, le nickel 48, le nickel 56, le plomb 208, et ainsi de suite. La prédiction du spin des noyaux avec A impair est un des points forts de ce modèle en couche. Suivant le modèle, N et P remplissent des couches indépendamment, avec 2 de chaque par couche à cause du principe de Pauli. Le nucléon de valence, qui n'est pas appairé avec un autre nucléon, détermine donc le spin du noyau, ce qui est souvent, en effet, en accord avec ce que l'on trouve expérimentalement. La conséquence immédiate est que les états fondamentaux de tout noyau pair-pair doivent avoir spin 0, ce qui est en effet le cas. Le modèle en couche ne peut pas prédire le spin des noyaux impair-impair parce qu'il ne contient pas d'interaction entre les protons d'un côté et les neutrons de l'autre à l'intérieur de leur puits de potentiel séparés. Mais le modèle prédit aussi des moments magnétiques des noyaux qui sont importants pour le phénomène de la résonance magnétique nucléaire. On en parlera quand on traite des applications de la physique nucléaire. Il y a évidemment des modèles plus sophistiqués qui introduisent de l'interaction entre le système des neutrons et le système des protons. Mais cela dépasse largement le cadre de cette introduction. Dans la prochaine vidéo, on parlera plutôt des propriétés des noyaux instables et de leur désintégration radioactive.